Rebonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette 10e bulle, comme on vous l'a dit, des deux rives, que nous sommes ravis, Hélène et moi, d'animer aujourd'hui avec Laurent Boiteux et avec vous, 80 participants inscrits à ce jour. Et donc un big up tout particulier pour cette 10e bulle tous ensemble. Donc comme d'habitude, vous allez nous rejoindre au fur et à mesure et nous allons en profiter pour vous présenter rapidement le concept de ces bulles, ainsi que la scope Les Deux Rives et sa démarche pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. En 2 mots, la Scope Les Deux Rives est une société multirégionale, coopérative, implantée à Lyon, Strasbourg, mais aussi à Dijon, Caen, Paris et Nîmes. Nous animons, défrichons et mettons en lien les professionnels sur les sujets d'écologie dans le bâti et l'aménagement, au travers la formation, les voyages d'études, l'animation de réseau et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Notre parti pris, tout comme dans les bulles, c'est de détourner, de questionner et expérimenter ce que sont les nouvelles formes d'habiter, de vivre ensemble et les modèles économiques associés, avec notre mantra « faire ensemble et autrement ». Cette phrase que vous retrouvez sur nos illustrations et qu'on a à cœur d'affirmer. L'idée de ces bulles des deux rives, qu'on imagine comme d'habitude pétillantes, ressourçantes et chaleureuses, c'est de garder le lien entre les acteurs de la communauté des DQE, développement durable et qualité environnementale, de partager de la connaissance et d'interpeller, et que chacun et chacune puisse contribuer au débat et à la révolution de nos pratiques professionnelles et individuelles dans ce contexte d'urgence climatique et sociétale qui transpire durant toutes ces bulles. Avec ces rencontres des DQE sous forme de webinaires, on souhaite permettre au plus grand nombre d'accéder aux thématiques qui jalonnent nos formations certifiantes et labellisées des DQE et d'échanger avec les experts qui les animent et qui nous font le plaisir de contribuer à cette belle initiative. Aujourd'hui, c'est toi, Laurent, qui va animer cette 10e bulle sur le vaste sujet du réenchantement de nos quotidiens professionnels. Une bulle qui nous tient particulièrement à cœur, car nous sommes convaincus, Laurent et nous, que le sujet aujourd'hui pour faire progresser les projets dans le durable et ancrer nos convictions dans une réalité ne réside plus tant dans la technique techniciste, mais bien dans la technique humaine. Comprendre nos freins, nos leviers, nos ressources pour agir seul et en groupe, remettre du sens dans les termes de collaboration, de coopération, parfois un peu galvaudés, réhabiliter l'émotion aussi dans nos approches, surtout dans une période où nous sommes de plus en plus nombreux à chercher du sens dans nos vies, qu'elles soient personnelles et professionnelles, notamment au regard de la crise écologique et avec la volonté d'imaginer de pétillants lendemains. C'est d'ailleurs convaincu que cette patte humaine et émotionnelle est fondamentale que nous montons à l'instigation de Laurent depuis 3 ans l'atelier pratique des savoirs, où sur 2 jours du temps, nous organisons un joyeux remue-ménage pour ouvrir ensemble de nouvelles opportunités professionnelles. Comme tu nous l'indiquais dans ton propos de présentation, Laurent, un jour, on nous dit que c'est en soi qu'on va plus loin. Le lendemain, on nous informe que c'est l'union qui fait la force. Mais alors, est-il préférable de se replier sur soi ou d'agir en coopération ? Pour répondre à ces injonctions, tu nous proposes une déambulation à travers diverses réflexions et stratégies d'action par le biais d'exemples et de propositions concrètes. Nous pourrons ainsi accorder nos talents individuels afin de les mettre en musique pour réenchanter nos quotidiens professionnels. Quelques mots sur ces bulles des deux rives qui prennent la forme d'un rendez-vous webinaire hebdomadaire. Comme à chaque fois, on va alterner entre un sujet réflexif et une application concrète sur la thématique traitée. La programmation et les liens d'inscription pour les prochaines bulles sont renseignés sur le blog Faire ensemble autrement et on va continuer à mettre à jour la programmation et les liens pour les dates qui vont arriver aussi à partir de la rentrée. Les enregistrements audio et vidéo des premières bulles sont aussi consultables pour celles et ceux qui souhaitent les visionner, les revisionner ou les partager, avec le bonus sur le fil de la bulle agrémenté de vos contributions à ces webinaires. Et les enregistrements audio sont également disponibles en podcast, voilà, pour ceux qui veulent nous écouter en version audio. Et donc les thématiques des précédentes bulles en ligne sur l'adaptation au changement climatique, la biodiversité, passif vs positif, réhabilitation énergétique, construction en terre crue, sur la ventilation et la qualité de l'air intérieur, l'acoustique en construction bois, la balade poétique et illustrée d'Yves Perret, et d'ici lundi, la bulle d'eau de la semaine dernière avec Didier Larusse sera également en ligne. Quelques mots sur le déroulé technique de cette bulle. Donc, le webinaire se déroule en 2 temps, correspondant à 2 sujets traités par notre intervenant. Chacun des sujets va se dérouler en 2 parties de 15-20 minutes chacune. La présentation de la thématique par notre intervenant, Laurent,
puis un temps de questions-réponses animé par Céline et moi, Hélène, sur la base de vos réactions et questions que vous posez dans la section « Converser ». Donc, si vous avez une question, que ce soit pendant la présentation ou pendant les questions-réponses, vous pouvez écrire dans le chat, de préférence de façon synthétique, et on se fera le porte-voix de vos questions, de vos remarques, de vos réflexions pendant ce temps d'échange. Pour vos commentaires et questions-réponses, quand vous les écrivez, si vous souhaitez les partager à l'ensemble des participants, en plus des conférenciers, vous pouvez configurer les commentaires en fonction. Par défaut, ils sont communiqués uniquement aux conférenciers, c'est-à-dire à Céline et moi et Laurent. Comme d'habitude, la séance est configurée, vidéo coupée, micro éteint pour permettre une meilleure qualité de présentation et parce que, comme d'habitude, et on s'en réjouit, on est nombreux. Vous pouvez configurer l'affichage de votre côté pour déplacer la vignette de l'intervenant et les nôtres pour que vous ayez un affichage le plus agréable. Et donc, on est parti pour passer 1h30 ensemble avec Laurent Boiteux, que nous avons le plaisir d'accueillir pour cette déjà 10e bulle. On peut passer à la slide suivante. Armé d'un passé d'agenceur et d'architecture, Laurent, tu t'es orienté vers l'accompagnement, le conseil et la formation des acteurs du bâtiment. Actuellement en poste au sein du Centre de ressources régionales Pôle Énergie Bourgogne-Franche-Comté, tu mènes diverses actions en faveur de pratiques professionnelles responsables, engagées et collaboratives. Tu es aussi intervenant de longue date de nos formations certifiantes labellisées des DQE. Tu as été l'un des cofondateurs de cette démarche des DQE en 2003, à l'occasion de laquelle on s'est rencontrés. Tu l'as aussi porté avec l'AGENA en Franche-Comté durant plusieurs années. Cette bulle est aussi le fruit de déambulations communes de plus de 15 années à s'extraire des sentiers rebattus. Et on est ravis d'animer ensemble cette bulle percutante. Aujourd'hui, tu nous as proposé d'articuler ton propos autour de 2 temps. Un premier temps, je suis le centre de l'univers, où tu nous proposes d'affirmer notre volonté d'agir sans influence externe, dans un contexte favorable pour retrouver du sens et la fierté du travail bien fait. Et un deuxième temps, je ne suis pas le centre de l'univers, où tu nous encourages à œuvrer avec les autres pour être plus efficaces. Et on te laisse à présent la parole, Laurent, pour le premier temps de l'intervention de cette 10e bulle, et on se retrouve comme d'habitude pour les questions-réponses. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Nous allons effectivement commencer cette première présentation sur le fait, l'affirmation du fait d'être le centre de l'univers. Mais je vais commencer tout basiquement déjà par remercier tous les prédécesseurs, Dominique, Claire-Sophie, Christian, Marc, Vincent, Samuel, Yves, Didier, j'en oublie, et bien entendu Hélène et Céline, parce que ces petits instants hors du temps que j'ai eu la chance moi de vivre de l'autre côté de l'écran en tant que spectateur m'ont apporté quand même énormément de réalité derrière leur présentation, et je trouve que c'est intéressant. Et puis aussi, parce qu'aujourd'hui, je me sens un petit peu comme le canard boiteux, comme on a l'habitude de le dire, parfois un petit peu le déambulateur dans ces belles déambulations qu'on peut mener ensemble. Donc, un grand merci à tous ceux qui sont déjà passés par là et à tous ceux qui viendront par la suite. Alors, je vais commencer par me présenter tout basiquement. Je m'appelle Laurent Boiteux, je travaille donc au Pôle Énergie Bourgogne-Franche-Comté. Les règles sont simples. En réalité, tout ce que je dis peut être totalement faux. J'informe que je suis atteint de coprolalie aiguë. C'est simplement pour rappeler qu'il est possible que je dise des gros mots sans vraiment m'en rendre compte. C'est une maladie qui me sied bien. Mais je vais essayer de faire attention aujourd'hui quand même. Et puis, ma grande chance, c'est d'être expert en rien. Et du coup, je peux me balader et déambuler dans certaines réflexions. Et ça me rappelle souvent cette phrase de Bernard Mazeaud que j'aime beaucoup. Dans la solitude des jours, rien ne se passe. Mais au bord de ce rien, tout peut advenir. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau là-dedans. Et c'est pour ça que je vais me permettre de vous livrer dans un premier temps mes réflexions, éventuellement mes conseils, mes recommandations, dans le but de partir ensemble pour une belle aventure. Et c'est pour ça que je vais commencer simplement par vous demander votre attention, de me mettre à disposition votre attention pendant les 20 minutes qui vont arriver là-dessus, et pour essayer de faire un voyage ensemble, si on le peut. Donc, on va commencer par se mettre en ambiance, tout simplement, et à se rappeler que l'on vit sur une merveilleuse planète, qu'un bel endroit qui est rempli de richesse et de complexité,
Alors, la troisième poubelle après le Soleil, comme on l'appelle parfois, cette planète parfois plate pour certaines, est un très bel endroit, je trouve, pour exprimer ensemble ce que l'on peut faire. Et comme nous sommes des êtres humains, ben, on aime bien nous projeter dans le futur, euh, peut-être avec l'espoir de le maîtriser. On se persuade régulièrement que nous pouvons prévoir l'avenir et on a plein d'éléments qui nous le prouvent par rapport à ça. On fait des projections toutes plus vraies ou plus fausses les unes que les autres et on avance par rapport à ça. Et on voit beaucoup de différences entre les choses, entre la case A et la case B. On aime bien se mettre dans des cases et on voit beaucoup de choses. On a des divergences, des envies, des espoirs qui sont parfois différents, parfois complémentaires. Mais à bien y regarder, parfois à laisser filer les choses, ben on s'aperçoit que quelque part, on est dans un tout unique et qui est quelque part assez magique. Et que, comme le disaient les punks dans les années 70, le droit à la légitime différence n'interdit absolument pas l'harmonie collective. Et il y a peut-être quelque chose à trouver là-dedans sur nos différences, mais en même temps nos similitudes. Donc, j'ai envie d'avancer en retournant certaines petites choses ou en regardant sous un angle différent. Et puis à travailler avec les mots, parce qu'il n'y a pas que les mots qui comptent, mais quand même, les mots, c'est peut-être une des choses que l'on peut maîtriser encore. On aime bien jouer des mots, c'est souvent eux qui se jouent de nous, mais quelque part, ça apporte des éléments, donc parfois, je vais m'attendrir et attendre un petit peu sur certains mots. Et par exemple, en citant des phrases telles que, tiens, Paul Claudel qui disait quand l'homme essaie d'imaginer le paradis sur Terre, ça fait tout de suite un enfer très convenable. Je trouve que ça résume assez bien parfois les éléments que l'on peut vivre aujourd'hui. Et quelque part aussi pour rappeler qu'on a le droit d'être simplement pessimiste, factuel, triste, heureux, que ça, c'est de l'ordre des émotions et qu'on peut voir les choses d'une manière assez pessimiste, avoir des connaissances qui parfois peuvent être un peu bloquantes, mais ce qui est intéressant, c'est l'optimisme de la volonté qu'on veut mettre dans les choses. Et j'aime bien, là c'est un petit clin d'œil rapide à la frugalité heureuse et créative dont je reparlerai dans ma deuxième partie, mais agir en fatalisme heureux et récréatif et se rappeler que si on ne peut pas arrêter les vagues, on peut toujours apprendre à surfer, comme disait Goldstein. Donc voilà, dans cet état d'esprit-là, je voudrais repositionner certains éléments. La première, c'est rappeler que nous, êtres humains, ben, on est un être fainéant par excellence. Et on aime bien être fainéant, on aime bien avoir des likes, des gratifications immédiates, être aimé directement. Mais en même temps, on sait qu'on peut apprendre soi-même à être avide de surprises, de découvertes, d'espoir, d'aventures, de bénéfices à long terme. Et on peut essayer de tenter de rendre l'autre avide aussi de tout cela. Et c'est un assai, c'est un exercice quotidien qui nécessite un apprentissage certes progressif, qui entraîne nos esprits, nos actes, qui nous oblige à accepter l'effort, mais qui au final nous apporte souvent des éléments très importants et qui nous permettent de grandir et de renforcer nos avis. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille quand même sur ces éléments complexes et difficiles. Alors, en fait, tout ça se résume dans un mot qui est un petit peu à la mode depuis quelque temps, c'est la résilience. La résilience, pour faire un peu rapide, c'est déjà accepter de se rendre apte à être résilient en toute honnêteté personnelle. C'est également connaître ses propres valeurs et vouloir les défendre. C'est en ce sens que l'affirmation de soi est importante. C'est également reconnaître les faits, y compris la douleur. Accepter la réalité pour se placer soi-même en sécurité psychologique et en conscience. C'est bien entendu accepter ses propres erreurs, c'est pas toujours facile, mais ça fait partie de la résilience et en parler ouvertement, en toute sincérité avec les gens qui nous entourent, diversifier ses centres de réflexion et d'action, en gros être curieux, apprendre de tout, se laisser la possibilité d'improviser, je reviendrai là-dessus aussi, et d'innover.
en quelques mots, aimer l'inattendu pour être résilient. Ne pas oublier d'accumuler, de célébrer les retours d'expérience, si possible, ceux qui sont réussis, pour avoir des temps de respiration personnelle. Et ne pas oublier un point, le dernier point qui est hyper important dans la résilience, qu'on oublie parfois, c'est la capacité de savoir se reposer, de réguler ses efforts, de prendre des temps de récupération, de perdre du temps. Tout ça pour augmenter son endurance et sa prise de recul. En fait, la résilience permet quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'elle permet de faire grandir 4 richesses personnelles qui sont certes à développer, à mon avis. La première étant l'acceptation résolue de la réalité, comme je l'ai déjà dit, cumuler une profonde conviction étayée de valeurs les plus solides possibles, une capacité d'improvisation et d'adaptation, et puis cette capacité importante à récupérer plutôt qu'à toujours à endurer et être en force. Alors, tout ça nous amène à un élément important qui est cette quête d'un art intéressant, qui est celui de cette volonté de découvrir ou d'inventer en prêtant attention au surprenant ou en imaginant une interprétation pertinente. C'est quelque part la définition de ce qu'on appelle la sérendipité. C'est pour saisir et exploiter les hasards heureux. Tout apporte parfois du mal, mais du bien, ça c'est certain. Et comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à ça pour accepter le risque de la surprise, qui est quelque chose de chouette. Alors généralement, quand il y a une crise qui se passe, qu'elle soit écologique, sanitaire, énergétique ou autre, ou même un accident familial ou autre, on essaye d'apprendre à gérer l'inattendu. Et comme on a eu un temps de sidération, de surprise, un temps d'arrêt, on a l'impression de perdre du temps. Et qu'est-ce que l'on fait très souvent? Tout de suite, on essaye de trouver des solutions pour rattraper ce temps dit perdu. Et on essaye d'anticiper pour minimiser le risque qui pourrait arriver d'un renouvellement de cet inattendu et de cette surprise. Alors c'est tout à fait naturel, il faut le faire, mais il est peut-être important de prendre le temps de comprendre le problème qui apparaît. Essayer de bien le prendre en compte et d'en voir l'ampleur réelle. D'en profiter pour s'entraîner à cette surprise en se préparant mentalement, mais aussi dans ses actes, on en parlera un peu plus tard, et puis d'essayer de formuler nos retours d'expérience, d'écouter ceux qui viennent par les autres, et puis d'échanger entre nous des bénéfices qui sont issus de notre expérience et de celle des autres pour trouver une adhésion personnelle. Ces éléments sont, à mon avis, importants, font partie du travail que l'on a à faire individuellement et qui vont nous permettre, individuellement et ensemble, à déprogrammer certaines habitudes limitantes que nous avons. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'adage de la scope des dérives, qui est de faire autrement et ensemble, et de s'appuyer là-dessus, quelque part, ça fixe bien les choses. Alors, bien entendu, on a plein d'outils autour de nous pour agir, mais souvent, on agit en fonction des solutions qu'on a à disposition et rarement en fonction des objectifs, de notre vision. Et il faut toujours, à mon avis, reprendre le temps de revérifier les directions. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, le travail sur la réflexion locale, le agir local est extrêmement important et pourrait nous permettre de mieux travailler sur certains points, tout comme la prise en compte de l'individu et de son bien-être peuvent permettre d'apporter une vision assez commune à tous ces éléments-là. Agir sur des valeurs qui soient partagées et qui permettent de poursuivre de manière confortable, mais dans une ambiance assez sobre et frugale. Et puis de valoriser la qualité du travail que l'on peut faire tous ensemble. Donc, je vais revenir un petit peu à des éléments liés au monde du bâtiment, au cadre de vie bâti. Et j'ai envie de parler des couleurs que l'on peut donner à nos vies par rapport à ça. Parce que si j'avais une chose à dire, j'aurais envie de dire qu'il faut commencer par se méfier de la blanche colombe. Cette jolie couleur blanche qui commence à hanter nos territoires un petit peu partout. Je me demande si le blanc n'est pas le signe de l'aseptisation de nos pensées. Quand je vois apparaître du blanc dans nos espaces vécus, j'ai toujours un peu peur parce que
quelque part, ça montre toujours des limites pour les véhicules, pour les êtres humains, avec parfois des interrogations sur le but ultime. Et ça sépare souvent les gens, ça les sépare assez violemment. Et mettre du blanc peut être assez violent. Moi, j'ai été extrêmement touché par cette image que vous avez certainement vue circuler un peu partout ces derniers temps, où honnêtement, j'ai vu des enfants enfermés, alors que la réalité, ils jouent et ils rient ensemble. Ça, c'est la réalité. Heureusement, parce qu'ils sont capables de dépasser ces limites qu'on leur trace. Mais le blanc est quelque chose de percutant. Et ça m'a rappelé une phrase qu'un aborigène m'a prononcée en 1996. Il m'a dit: j'ai enfin des clôtures, je suis un homme libre. Le fait d'avoir un territoire à lui donnait un sentiment de liberté. Ça m'a fait énormément réfléchir sur ce que l'on lui construisait. Et je me dis qu'il y a peut-être à apporter des éléments de couleur à apporter à chacun et de liberté individuelle qu'il faut trouver là-dedans. Alors, apporter un petit peu de couleur dans les choses, ce n'est pas forcément mettre une touche de couleur, c'est peut-être, comme le dit très bien Aurélien Barraud, agir sur notre manière d'habiter l'espace et reprendre ça. Surtout qu'en fait, nous sommes des êtres, non pas de logique, mais des êtres d'émotion. On dit tout le temps le cri du cœur. Le cœur ne parle pas, il hurle. Et, je prends l'exemple de cette photo très touchante qui a été prise à la sortie de l'attentat du Bataclan. Et la première réaction des gens, c'est celle-là, c'est celle de se rapprocher, d'être proche de ses proches. À la sortie du Covid, je vois des gens qui se prennent dans les bras parce qu'on leur a demandé d'être séparés. Et je me dis qu'il y a certaines périodes qui nous aident à nous rappeler à quel point il est important de se concentrer sur les gens, sur nos relations, sur les activités, les services qui permettent cela, sur les choses que l'on aime et sur notre cadre de vie proche. Donc, il est important de tester d'autres voies que la rationalité, la fonctionnalité, pour laisser place au non prévisible et écouter le cri du cœur. Alors, il est vrai que la pyramide de Maslow, vous la connaissez certainement tous, elle est assez décriée, mais elle a quelques éléments. J'ai pour habitude de dire que peut-être qu'il faut la retourner pour fixer le sentiment d'accomplissement maintenant comme une base de notre société pour le groupe lui-même et faciliter le renforcement de l'estime de notre société et de soi-même pour ensuite aller conforter notre identité et notre raison d'être, trouver des objectifs communs en réalité. Et j'imagine que de cela, il pourra en découler un sentiment de sécurité plus marqué, un équilibre qui permettrait une répartition plus équitable des besoins du quotidien de chacun en mutualisation. Ou peut-être faut-il simplement, pendant quelques temps, retourner la pyramide de Maslow. Et prendre en compte en fait les aspirations qui sont parfois difficiles à exprimer. Alors, je vais être un peu caricatural, mais je l'aime bien celle-là. Dans les années 80, je me rappelle que quand on faisait la promotion immobilière, on vendait des signes extérieurs de richesse, vous savez, des grands balcons, des jolis bâtiments, et puis de la voiture, de la voiture, de la voiture. Dans les années 90, on a voulu mettre du beau, donc souvent, on mettait une jolie poulette sur les annonces, comme on dit, et puis voilà, c'est comme ça. Et puis, les années 2000 sont arrivées, alors il fallait toujours de la beauté, mais un petit peu de verdure, ça aidait un petit peu, ramener un petit peu de choucroute, comme on disait, sur les bâtiments. Et puis, les années 2010, on s'est rendu compte que l'humain pouvait être au centre des préoccupations, et on a commencé à reparler de l'être humain au sein du bâtiment. Et puis, on s'est rendu compte qu'il avait des activités, parfois professionnelles, même à la maison, et parfois ludiques, parfois sportives, et tout ça se met en place, et puis fait partie de nos langages, de nos projections que l'on mène. Et au final, je me demande si la réalité en 2020 n'est pas une caricature du passé et du présent, où on vend toujours la même chose quelque part. Je me demande ce qui s'est réellement passé ces dernières années. Et je me dis, mais pourquoi vendre encore de l'extérieur quelque part quand en fait, si les gens ne vivent plus qu'à l'intérieur, il n'y a qu'à tout mettre à l'intérieur. Et puis peut-être que c'est ça la prochaine promotion immobilière qu'il faudra vendre. Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose à revoir, à mon avis, là-dessus qui pourrait peut-être vous faire imaginer des choses comme, par exemple, quelle est la place des lavoirs, des séchoirs, des boudoirs, des fumoirs, des isoloirs, voire même des mouroirs ou des rangeoirs dans nos bâtiments. Tous les mouroirs, où sont-ils? Je pense qu'il y a plein d'éléments qu'on pourrait apporter, comme des nouveaux chapitres intégrés dans nos programmes de construction, nos programmes de réhabilitation, avec une belle diversité des réponses. Pourquoi ne pas parler d'espaces de convivialité, de mutualisation, de ressourcement personnel qui serait absolument nécessaire, comme on l'a vu ces derniers temps, ou des espaces sans nom?
sans but, évolutif. Il y a des bailleurs qui le font. J'ai en tête, je sais pas moi, l'OPH Silène à Saint-Nazaire qui intègre depuis les années 2000 l'obligation d'un espace extérieur de qualité comme pièce en plus dans ses programmes ou les travaux de l'atelier d'architecture Le Mérou ou d'autres encore où on peut se permettre de penser l'espace sous une autre forme que simplement sous la forme fonctionnelle. Et peut-être en créer un petit peu de poésie là-dedans, sortir des mots un petit peu fermés comme l'on a comme tout le temps ces gestes protecteurs, les gestes barrières, la distanciation sociale, ou le béton qui doit être armé, les escaliers en cage, les cages d'escalier, les dépendances, les contraintes, les servitudes, et mettre un petit peu, écrire un petit peu dans nos documents, dans nos plans, des choses qui relèvent plus de l'ambiance, de la poésie, d'un rêve commun et d'une dimension plus humaine, ne serait-ce que pour y penser. Et du coup, j'en arrive à un point important qui est celle du pourquoi on peut agir. Peut-être que la vie sans la santé, elle n'est pas importante. Donc, il faut peut-être qu'on travaille vraiment là-dessus, sur la notion de santé, de bien-être, proprement dit, dans le bâtiment, encore plus qu'on ne le fait déjà. L'étude sans nous, parce que nous sommes tous géniaux, nous sommes tous des perles. Il faut qu'on s'affirme par rapport à ça, plus encore qu'on ne le fait encore. Et puis, bien entendu, la promesse sans l'exécution, c'est comment on réagit aux choses et comment on livre quelque chose qui est important. Et à ce moment-là, c'est à ce moment que j'ai envie de parler de la phrase de Confucius qui dit « Celui qui déplace une montagne commence par déplacer des petites pierres » et de l'importance du petit, de l'individu qui peut venir changer grandement des fondations et un mur, les murs de notre société. Alors, c'est vrai qu'au début, on se sent un petit peu tout seul, on n'est jamais très nombreux, c'est difficile, c'est long, c'est fatigant, mais quand on commence à trouver un petit peu d'adhérence quelque part, il y a un point de bascule qui se le fait, et puis après, tout roule, quoi. C'est facile, c'est rapide, c'est entraînant, et tout marche bien. Donc, comment atteindre cette masse critique? Déjà en étant en soi, en essayant de pousser la pierre, tout simplement, et en se rappelant qu'il ne faut pas être 10, 15, 20% de la population pour faire avancer les choses. Il faut agir avec pédagogie, avec écoute et avec proximité, mais environ 3-4% de la population suffisent à changer les choses et à faire avancer les choses du moment où les actions sont non violentes, actives et soutenues par une grande majorité. Il y a un travail à mener là-dessus, sur le nombre de gens que nous sommes, et on se rend compte que le contexte paraît de plus en plus favorable à ce que nous ayons des actions communes. Les facteurs d'adhérence aujourd'hui commencent à exister, on commence à avoir des envies, des envies de gains, de valeur, et que les oiseaux rares existent, vous êtes là, chacun d'entre vous est là. Alors, j'ai juste une chose à dire, c'est que dans ces 3,5% dont vous faites partie, ça j'en suis intimement persuadé, on a chacun des caractères différents. Et je sais que parmi vous, il y a des tempéraments qui sont très différents. Il y a des rêveurs, il y a des bosseurs, et puis il y a des commerciaux vendeurs quelque part. Et j'ai envie de dire, n'oubliez pas de travailler avec votre pire ennemi. Si par exemple je suis un rêveur, je sais qu'il faut absolument vite que je m'entoure de bosseurs et de vendeurs, et c'est ensemble qu'on va faire une véritable équipe. Parce que je ne suis qu'un et je peux progresser seul, mais je ne peux pas progresser sans les autres, et autant agir avec ceux qui sont légèrement différents avec moi. Alors, ce n'est pas parce qu'on bosse ensemble qu'on arrive à faire des choses absolument merveilleuses, mais quand même, construire ensemble, ça permet d'apporter des éléments qui peuvent avancer. Et peut-être qu'il y a une chose qui est intéressante aujourd'hui, c'est de laisser la place à tous, pas uniquement aux experts que nous sommes, mais aussi aux futurs usagers, aux futurs habitants, aux futurs, à tous les gens qui vont intervenir, et leur permettre pas simplement d'avoir un espace d'expression avec la démocratie participative, par exemple, mais aussi d'avoir un moyen d'action, de les faire travailler avec nous. Et je terminerai sur ce point, parce que le temps est compté, sur un point qui me semble hyper important, c'est la place de nos ailes, qui nous permettent de nous envoler avec les bulles, là, et puis de partir. Je ne sais pas si vous, ça vous choque ou pas, mais moi, ça me choque toujours de savoir qu'en art moderne, moins de 5% des artistes sont des femmes, alors que 85% des nus sont des modèles féminins. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes dans un système patriarcal qui est complètement fermé, qui m'arrange en tant qu'homme, certes, c'est clair, mais qui me montre aussi les limites, et je me dis qu'il faut vraiment qu'on trouve la forme la plus importante, la plus rapide pour laisser plus de place à la gente féminine, aux enfants,
et à d'autres encore, à tous les gens qui n'ont pas cette chance d'être forcément toujours bien placés. Et il y en a une de femme qui est importante à placer en avant, elle s'appelle Dame Nature. Je pense que ce n'est pas pour rien si on l'appelle Dame Nature. Donc voilà, par rapport à tout ça, je viens de vous dire allez, 9 points là, qui viennent d'importants. Alors, juste pour clôturer cette dernière diapo, j'ai juste une chose importante à dire, c'est que ces éléments ne doivent surtout pas être des cerises sur le gâteau. Ça doit vraiment être des éléments, la farine du gâteau. Il faut qu'on arrive à mettre en place des approches qui soient systémiques, c'est vrai, disruptives pour certaines, mais pas en plus, à les intégrer dans notre quotidien professionnel. Et pour ça, il faut la force de chacun de nous et puis apporter, que chacun puisse se réinterroger sur ses propres valeurs, sur ses visions et sur ses propres limites. Et comme en seulement une vingtaine de minutes, je n'avais rien à dire, comme je vous l'ai dit, il est donc temps pour le moment pour moi de me taire et d'échanger avec vous tout de suite sur certaines questions-réponses. Voilà. Merci beaucoup, Laurent, pour cette première partie très forte et très riche en messages clés et en détournement aussi de messages clés qu'on a l'habitude d'entendre. Je pense que tout le monde est un peu baba suite à cette première partie. Enfin, c'est toujours un moment, enfin, ce sont toujours des moments très intenses qu'on partage et qui nous touchent. Voilà, donc là, on a plutôt des réactions que des questions, ou des commentaires, parce que de toute façon, ta première partie de présentation n'appelle pas forcément des commentaires. Donc, si vous avez des impressions à partager sur ce qui vous a été livré, témoigné avec ta poésie. Et oui, très bien illustré avec des illustrations qui sont aussi évocatrices que le propos et qui demandent, je pense, un travail au moins aussi fin que celui du propos. Voilà, je ne sais pas si tu souhaitais prendre un temps supplémentaire pour compléter un peu ta première partie sur toi, centre du monde. Ou de l'univers, excuse-moi, de l'univers. De l'univers, oui, du cosmos. Voilà. Je m'attendais à ce qu'effectivement, question-réponse, il est difficile parce que c'est simplement, j'ai relevé une pensée personnelle qui ne peut donc pas être totalement partagée puisqu'elle est personnelle. Mais si elle permet à chacun de se positionner, de s'aider à chacun à se repositionner lui-même, pour moi, c'est déjà extrêmement important. Et si pour certains des auditeurs, ça a permis, d'entre vous, ça a permis de vous re-questionner sur vous-même, y compris sur les choses avec lesquelles vous n'êtes absolument pas d'accord avec moi, pour moi, c'est déjà une avancée. Je pense que ça doit faire partie du temps de préparation de l'ensemble de nos travaux. Et je cite de nouveau mon grand-père que je cite souvent, il me disait toujours « commence par préparer ton plan de travail ». Et préparer son plan de travail, ça se fait souvent dans le silence. Je sais pas, moi j'étais menuisier, ça c'est un truc que je me suis rendu compte, c'est que quand je préparais mon plan de travail, ça se faisait dans le silence et il n'y avait pas de questions qui arrivaient. Les questions arrivaient après dans quel outil j'ai besoin, comment je vais travailler, et là le son arrivait et la matière arrivait. Donc je suis conscient qu'il est difficile de réagir par rapport à ce type d'affirmation que j'ai donnée, puisqu'elle est personnelle, mais je suis tellement certain du fait qu'on a besoin de ces temps de silence où rien ne se passe. On prépare le plan de travail que je me suis permis de le faire, tout simplement. Au risque de déstabiliser un peu, peut-être que c'était aussi la volonté. Ouais. C'était aussi le propos d'amener ce sujet effectivement aujourd'hui, de prendre ce temps de respiration et de pause. On a une réflexion qui nous arrive, peut-être que notre milieu et notre aisance nous autorise à renverser la pyramide de Maslow, mais nous ne sommes pas seuls. L'intégration de toutes les minorités est urgente, enfants, vieux, pauvres. Et notamment avec l'éclairage que tu as souligné sur la situation et l'isolation qui a été aussi plus
forte de certains publics pendant la période qu'on vient de vivre. Je ne sais pas si tu veux réagir. Oui, j'ai quelque chose à dire parce que je l'ai dit tout au début, les mots ont énormément d'importance et j'entends que l'on vient par exemple de parler de minorité. Minorité, tout de suite, on a l'impression que c'est mineur, voilà, c'est pas nombreux, c'est perçu comme une minorité, alors que la réalité, c'est que ce n'est pas une minorité. Il n'y a pas de choses mineures ou de personnes mineures, et pourtant on utilise des mots qui sont assez violents, comme de mettre les escaliers en cage ou d'armer le béton. C'est extrêmement directif. Et moi, ça me rappelle une expérience que j'ai menée, mais c'était il y a très longtemps, c'était avant les deux guerres, puisque j'avais une vingtaine d'années où j'essayais de faire des peintures pour personnes amblyopes et aveugles qui ne pouvaient pas vraiment voir ou pas voir du tout. Et je travaillais avec elles et en fait, c'est une minorité par rapport à une autre. Et quand j'ai travaillé avec eux, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne les connaissais absolument pas. Quand ces personnes, pendant que j'étais en train de peindre, avaient envie de me faire une omelette, je me suis rendu compte qu'ils savaient faire une omelette beaucoup mieux que moi, alors qu'ils ne voyaient pas. Essayez de faire une omelette avec les yeux fermés, vous allez voir ce que c'est pour nous. Et on parle d'eux comme d'une minorité, mais ce n'est pas une minorité, c'est extrêmement important, cette richesse que chacun a. Et en fait, la réalité, c'est que c'était de l'incompréhension de ma part. Je ne le comprends pas. Et souvent, quand on utilise le terme de minorité, c'est parce qu'on ne comprend pas l'autre. Donc, la première des choses, c'est d'essayer de comprendre l'autre et d'essayer, si on peut, d'enlever ces mots qui sont assez violents, je trouve, assez réducteurs, parce qu'ils sont pas vrais, tout simplement. Ils sont tout simplement pas vrais. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal, d'ailleurs, à m'expliquer sur comment laisser la place, par exemple, à la gente féminine de nos décisions. Moi, je me rends compte que quand je travaille qu'avec des hommes, ça marche très bien, il n'y a pas de problème, c'est du bonheur. Mais que quand il y a également des femmes ou d'autres personnes que je ne citerai pas pour ne pas être discriminant, parce que tout de suite on tombe dans des pensées minoritaires justement, et bien en fait ça fonctionne beaucoup mieux qu'il y a toute cette disparité et ces richesses en fait. Ce sont que des richesses, ce ne sont pas des minorités, ce sont une accumulation de richesses. Ça, je trouve que c'est extrêmement important. Et d'autant que quand je regarde par rapport à la petite crise qu'on vient de vivre là, qui s'appelle le Covid-19, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les pays où des actions résilientes qui se sont passées, quand même, quand on regarde, ça a souvent été dû à des décisions qui ont été prises avec une parité assez forte au niveau des pouvoirs en place et des actions en place. Donc voilà, je ne sais pas si je ne réponds pas, j'ai juste rebondi en fait là-dessus. Comme j'ai la parole, je l'ai prise. Ce n'est pas qu'un couloir pour bus. Oui, exactement, ce n'est pas que cette voie-là. Voilà. On nous a fait aussi une jolie remarque que c'est important de savoir que nous sommes un collectif à penser ensemble. Alors ça, j'espère que je vais arriver à bien le développer dans la deuxième partie. Ça me fera plaisir si j'arrive à aller justement dans ce sens-là, parce qu'on ne peut pas séparer le soi du nous. Ça, je n'y crois pas. Mais si je peux au moins faire comprendre que le nous ne peut pas exister sans le soi, c'est aussi important dans un sens comme dans un autre. Donc, ça me fait plaisir pour la deuxième partie d'entendre cette phrase. Elle me donne déjà envie d'aller à la deuxième partie, mais il ne faut pas oublier le je dans le nous. Voilà. De mon point de vue. Donc, on a une réaction aussi par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Ces mots ne sont pas vrais, mais vécus comme tels. Être une femme dans les métiers techniques doit être plus percutante qu'un homme. Hommes et femmes sont complémentaires. Oui, et tous riches. Tous riches. Après, le but, c'est pas tomber dans un débat homme-femme, genré ou autre, ou personne dite handicapée, personne dite normale, ou des choses comme ça, mais c'est de nous rendre compte des richesses que l'on a les uns les autres et que ça se travaille, ça. C'est pas simplement de le dire et d'en parler, c'est que dans nos projets, est-ce qu'on y pense sérieusement, quoi, pour de vrai? Tout comme dans nos projets, est-ce qu'on pense autant à des enfants, qu'à des personnes âgées, qu'à des personnes déficientes sur un point ou sur un autre? Est-ce qu'on en parle pour de vrai dans nos projets ou est-ce qu'on s'adresse au grand public? À chaque fois qu'on fait un logement, un bureau ou quoi que ce soit, je pense qu'on a à apprendre à se nourrir de toutes ces richesses différentes, de ces différenciations qu'il y a. Pour ne pas tomber dans la blanche colombe qui aseptise tout, pour revenir à cela.
On a une remarque qui nous arrive aussi. N'est-on pas en train d'accepter l'inacceptable avec la situation actuelle qui peut nous faire douter de notre capacité à faire ensemble lorsqu'on nous impose une distanciation sociale? Ou pour extrapoler justement, est-ce que ça ne vient pas encore plus mettre en exergue le fait qu'on a besoin de l'autre et de faire ensemble, d'autant plus quand physiquement, comme tu le rappelais, on vivait des distanciations et des séparations assez violentes. C'est pour ça que j'aime beaucoup les mots, c'est qu'on a parlé de distanciation sociale, c'est inadmissible, c'est distanciation physique. Après, on vous parle de gestes barrières, mais c'est des gestes de protection, simplement, de soi et par respect de l'autre. Moi qui ai l'habitude d'être violent dans mes mots, d'être plutôt agressif même, je trouve que quand le mot devient commun, il faut faire quand même très attention à ces éléments-là. Quand il est en petit groupe, je pense qu'on peut jouer avec les mots, mais quand ça devient un mot de base pour une société, ça devient difficile. Et effectivement, il faut faire vraiment très attention parce que passer de la dissociation physique à la dissociation sociale, ça peut être dangereux. Et quand je vois que des gens reprennent contact avec leurs proches, cette phrase quand même, elle est belle, reprendre contact avec ses proches. On est loin de ses proches. C'est pas l'espace qui fait le lien entre les gens, hein. C'est quelque chose, c'est de l'énergie qui fait le lien entre les gens. C'est de la vie, quoi. C'est quelque chose d'électrique, de mouvant, et cette spatialité-là, je pense qu'il faut qu'on arrive à l'écrire dans nos programmes et sur nos plans. Je suis sérieux quand je dis ça. Il faut qu'on arrive à écrire. Alors peut-être que je serai en conflit, par exemple, avec Yves Perret, qui dit qu'on ne peut pas écrire la beauté et qui a totalement raison. Mais je me dis qu'il faut quand même qu'on tente d'écrire quelque chose par rapport à ça, parce que sinon on l'oublie à un moment donné, et il ne faut pas qu'on tombe uniquement dans le fonctionnel. Voilà ce que j'ai à dire en complément par rapport à ça. Sur le renversement de la pyramide, une réflexion d'un participant qui se posait la question, comment ça tient debout une pyramide renversée? Moi, je vais vous le dire, moi. C'est pas des proches, il l'avait repris, c'est quelqu'un d'autre qui l'avait dit. Il a dit, regardez les Égyptiens. Ils nous prouvaient en faisant les pyramides que plus l'homme travaille, moins il en fout, plus il est feignant. D'accord? La pyramide est la preuve que l'être humain est fainéant et en fait de moins en moins. Et moi, je me dis que pour que les choses tiennent debout, il faut partir d'un petit élément. Et après, c'est la méthode Ishikai, la méthode japonaise, pas à pas, petit à petit, et je grandis, je m'agrandis, nous grandissons et on éclot. Et la petite bulle, la deuxième petite bulle, la 10e bulle, la 100e bulle, c'est ça qui fait la pétillance, quoi. Je crois que ça tient simplement par le sens. Et il suffit d'un point pour faire des grandes choses. Donc, à l'inverse de ce participant, je me mets en conflit direct avec lui. Non, honnêtement, je pense qu'une pyramide inversée, si elle est bien équilibrée, si elle a du sens, elle tiendra contre vents et marées. Mais effectivement, ça fait appel à l'équilibre, ça. Du coup, on va te proposer peut-être de continuer à nous entraîner à la surprise. Ok, je vais continuer. En passant à la deuxième partie, en passant du jeu au nous qu'on appelle tous de nos voeux. Mais c'est vrai que c'est très, très important de faire ce détour par soi au préalable parce qu'on a tendance à s'oublier. Alors, je vais essayer effectivement d'être un peu plus, concret, voire technique dans la deuxième partie. Ne vous inquiétez pas, je vous poserai une question à la fin à toutes et tous pour vous aider dans nos échanges et réflexions, si ça peut participer tout à la fin, en tout cas pour ceux qui resteront, bien entendu.